L'épisode s'ouvre à l'hôtel dans une atmosphère étouffante, presque suffocante. Le silence est lourd, seulement troublé par des respirations tremblantes et des regards inquiets. La peur est partout, tapie dans chaque recoin, invisible mais omniprésente. Prita, le visage pâle et les yeux brillants de larmes retenues, s'avance vers Madame Sharma. Sa voix est faible, chargée d'un profond remords. Elle se sent coupable, terriblement coupable, d'avoir entraîné cette femme respectable et son fils innocent dans un piège mortel. Chaque mot qu'elle prononce semble lui déchirer le cœur. Elle se reproche son imprudence, son obstination, et surtout le fait d'avoir exposé des vies qui ne lui appartenaient pas. Son regret est sincère, douloureux, presque insupportable. Madame Sharma tente de rester digne malgré la peur qui la ronge. À ses côtés, son fils, encore trop jeune pour comprendre pleinement l'horreur de la situation, lutte à sa manière contre la terreur. Il serre la main de sa mère, et pour se donner du courage, se raccroche à ses paroles rassurantes. Dans son esprit défilent des souvenirs de dessins animés et de films qu'il aime tant, où les héros triomphent toujours à la fin, où les méchants sont arrêtés et punis. Cette innocence fragile contraste brutalement avec la réalité sombre qui les entoure, mais elle apporte aussi une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle, au milieu du chaos. Non loin de là, dans une autre aile de l'hôtel, la tension prend une forme plus brutale. Des voyous encerclent un coffre-fort massif. Leurs visages sont tendus, marqués par l'agacement et l'échec. Ils tentent encore et encore de forcer la serrure, mais rien n'y fait. Chaque tentative ratée fait monter la frustration. L'un d'eux commence à perdre patience, sa voix se fait plus dure, plus agressive. Un autre regarde autour de lui, nerveux, craignant à chaque instant d'être surpris. Soudain, une femme, hors d'elle, sort son arme et tire sur la serrure dans un accès de rage. Le bruit sec du coup de feu résonne, mais le coffre reste intact. L'échec est total. La peur s'installe alors, sourde et glaciale. Et si tout leur plan était en train de s'effondrer? Dans un couloir sombre et isolé, Karan est caché, immobile, le souffle court. Son cœur bat à tout rompre. Chaque seconde lui paraît une éternité. Il pense à son appel à la police et s'inquiète du retard de leur intervention. La peur qu'il n'arrive pas à temps le pousse à agir. D'une main tremblante, il compose à nouveau le numéro. À l'autre bout du fil, l'inspecteur Patil lui parle d'une voix posée, presque rassurante. Il lui explique comment ils ont réussi à localiser son appel et lui demande des détails précis. Karan décrit alors la situation avec gravité, des hommes armés, des otages, une menace constante de mort. Il sent, au plus profond de lui, que chaque vie est suspendue à un fil. L'inspecteur lui ordonne de rester caché, de ne prendre aucun risque inutile, et promet que les renforts sont en route. Pendant ce temps, loin de l'hôtel, dans un centre commercial animé, une autre forme de tension se joue, plus intime mais tout aussi intense. Charline est enfermée dans une cabine avec Prithvi. L'air est chargé d'émotions contradictoires. À l'extérieur, Karina frappe à la porte avec insistance, sa voix trahissant son inquiétude. À l'intérieur, Charline fait face à Prithvi, le regard dur. Elle lui reproche de l'avoir suivi, de ne jamais respecter ses décisions. Prithvi, submergé par ses sentiments, laisse enfin tomber ses défenses. La voix tremblante, il lui avoue qu'il ne peut pas vivre sans elle, qu'elle est tout pour lui. Il insiste, il n'est pas venu pour se justifier, ni pour se défendre, mais uniquement par amour. Il tente de lui expliquer que chacun de ses actes, même ceux qu'elle juge impardonnables, était motivé par son désir de la rendre heureuse, y compris sa rencontre avec Prita. Charline, profondément blessée, ne parvient pas à entendre ses paroles. Elle laisse éclater sa colère, rappelant leurs disputes incessantes, leurs incompréhensions, leurs promesses brisées. L'amour est là, évident, mais il est étouffé par la frustration et les non-dits accumulés au fil du temps. La tension entre eux est presque palpable. À l'extérieur, Karina devient de plus en plus soupçonneuse. Elle entend clairement des voix derrière la porte et interroge Charline. Prise de court, celle-ci improvise une excuse maladroite, prétendant parler à une amie au téléphone. Sous le regard insistant de Prithvi, elle ment davantage et explique que la robe qu'elle essaie est trop petite et coincée, demandant une autre taille. Karina hésite, incertaine. Rishab, de plus en plus méfiant, propose alors d'appeler un employé pour ouvrir la porte. La panique monte à l'intérieur de la cabine, le risque d'être découvert devient imminent et chaque seconde accroît leur peur. De retour à l'hôtel, un voyou découvre avec horreur son complice inconscient, neutralisé. Le choc est immédiat.
La panique se propage rapidement parmi le groupe. Ils comprennent qu'un homme dangereux rôde dans l'ombre, observant chacun de leurs mouvements. Le chef est aussitôt informé. Un individu rusé et violent a attaqué l'un des leurs, lui a volé ses armes et ses moyens de communication. Le visage du chef se ferme, sa colère est glaciale, calculatrice. D'une voix basse mais menaçante, il ordonne que cet homme soit retrouvé et éliminé au plus vite. En coulisses, Prita échange quelques mots avec Madame Sharma. Sous la pression, elle laisse échapper un rire nerveux, presque incontrôlable. Ce rire trahit malgré elle une étrange admiration mêlée d'ironie pour l'intelligence et la ruse de Karan. Elle sait désormais qu'il est capable de tromper n'importe qui, même les criminels les plus endurcis. Elle n'a plus aucun doute, c'est lui qui a violemment neutralisé l'un des voyous. Soudain, le hurlement lointain d'une sirène de police se fait entendre. Le son fend l'air comme une promesse de salut ou de catastrophe. Les voyous paniquent. Certains perdent leur sang-froid. C'est alors qu'un traître parmi les otages, cédant à la peur, révèle des informations cruciales au chef, l'emplacement de la clé du coffre-fort et l'identité de Karan comme l'homme qui les attaque dans l'ombre. La situation bascule immédiatement dans l'urgence absolue. Le chef ordonne de récupérer la clé sans délai et de redoubler de vigilance. À l'extérieur, la police prend position autour de l'hôtel. Les inspecteurs sentent que quelque chose ne tourne pas rond, que cette intervention est loin d'être banale. À l'intérieur, toujours caché, Karan aperçoit enfin les véhicules de police par la fenêtre. Un immense soulagement l'envahit, presque au point de lui faire perdre ses forces. Il informe aussitôt l'inspecteur que les assaillants sont nombreux, lourdement armés, et qu'ils semblent viser Harshvardhan et ses bijoux. L'inspecteur le remercie pour son courage et lui promet que tout sera fait pour maîtriser la situation. Acculés par l'arrivée imminente des forces de l'ordre, les voyous mettent au point un. Prita, malgré la terreur qui lui serre la poitrine, parvient à garder un sang-froid remarquable. Son visage reste calme, presque serein, même si son cœur bat à tout rompre. D'une voix posée et réfléchie, elle entreprend d'expliquer la signification du mot Ayush. Elle précise qu'il s'agit d'un terme ancien, profondément symbolique, évoquant la longévité, la vie longue et prospère, et surtout la bénédiction divine. Elle insiste sur le fait que ce nom est considéré comme porteur de chance et de protection. Avec intelligence et douceur, elle amène naturellement l'inspecteur à comprendre qu'il s'agit simplement de l'anniversaire d'une personne prénommée Ayush. Elle sourit légèrement et l'invite même, avec politesse, à souhaiter un joyeux anniversaire, rendant la scène presque chaleureuse. Son raisonnement est subtil, logique, et soigneusement construit. Puis, sans brusquerie, elle attire l'attention de l'inspecteur sur un détail qu'elle présente comme anodin mais troublant. Habituellement, explique-t-elle, lorsqu'un membre du personnel fête son anniversaire, seuls les employés sont présents. Or cette fois-ci, tous les clients de l'hôtel ont été conviés. Elle reconnaît que cette situation peut paraître inhabituelle et éveiller des soupçons, mais elle insiste sur le fait qu'il serait plus sage d'attendre encore un peu, afin de ne pas gâcher ce moment de célébration. En réalité, chaque mot est calculé pour détourner l'attention, ralentir la police et gagner du temps. À ce moment précis, l'un des voyous, habilement déguisé en simple otage, intervient. Son ton est faussement léger, presque moqueur. Il plaisante, lance une remarque ironique et va jusqu'à flatter l'inspecteur, insinuant que sa présence donne encore plus d'importance à la fête. Cette mise en scène théâtrale finit par achever de convaincre l'inspecteur. Visiblement embarrassé, celui-ci s'excuse d'avoir interrompu ce qu'il croit être une célébration innocente. Il remercie poliment Prita, et persuadé d'avoir fait fausse route, quitte l'hôtel avec toute son équipe. Quelques minutes plus tard, caché dans l'ombre, Karan aperçoit par une fenêtre les véhicules de police qui s'éloignent. Son cœur se serre brutalement. Un profond sentiment d'incompréhension et d'angoisse l'envahit. Il ne comprend pas comment les forces de l'ordre peuvent partir alors que le danger est si évident. La peur se transforme en panique silencieuse. Il tente désespérément de joindre l'inspecteur par téléphone, mais aucun appel n'aboutit. De son côté, dans la voiture, l'inspecteur rassure ses hommes, affirmant qu'il n'y a eu aucun vol et que toute l'affaire reposait sur une confusion et une plaisanterie liée au nom de Karan Luthra. Mais soudain, un appel supérieur vient bouleverser cette certitude fragile. La voix à l'autre bout du fil est dure, autoritaire, et pleine de reproches. On lui annonce que de dangereux terroristes se sont récemment évadés de prison et qu'ils sont toujours en cavale. On lui rappelle que ces criminels utilisent souvent des imitations, des mises en scène et des pièges élaborés pour tromper les autorités.
L'inspecteur comprend alors qu'il s'est peut-être laissé berner. Le doute s'installe en lui, lourd et oppressant. Malgré tout, il obéit aux ordres, fait demi-tour et reprend la route, le cœur serré par un pressentiment inquiétant. À l'hôtel, dès que la police disparaît, la situation dégénère brutalement. Le chef des voyous laisse tomber toute façade. Son visage se durcit, sa voix devient glaciale et menaçante. Il hurle sur le personnel et les otages, révélant sans détour leur véritable identité. Ils sont des terroristes évadés, et tuer ne leur inspire aucune peur. La panique se propage instantanément. La peur devient presque palpable, écrasante. Prita sent alors, au plus profond d'elle-même, que ce qui se joue dépasse largement un simple vol. Elle comprend que leurs vies sont désormais en sursis. Les ordres fusent dans un chaos organisé. Retrouver la clé du coffre-fort, sécuriser le couloir numéro 2, capturer l'homme qui a appelé la police. Les armes sont braquées, les cris éclatent, et la violence est prête à exploser à la moindre résistance. Pendant ce temps, Karan, seul dans sa cachette, lutte contre ses pensées. Il envisage un instant d'appeler Richab, mais cette idée le terrifie. Il sait que cela mettrait toute sa famille en danger. Se sentant abandonné par la police, trahi par leur départ incompréhensible, il n'a plus d'autre choix que d'agir seul. Il se rappelle qu'il n'est pas un homme doté d'une force surhumaine, mais qu'il a toujours compté sur son intelligence, sa rapidité d'esprit et sa ruse. Son courage ne vient pas de la bravoure, mais de la nécessité absolue de survivre. Soudain, un face-à-face tendu s'engage avec un terroriste. La tension est extrême. Le voyou joue habilement sur la pitié, évoquant sa famille, ses enfants, cherchant à attendrir Karan. Pendant une fraction de seconde, celui-ci baisse sa garde. Mais très vite, la vérité éclate. Le terroriste révèle sa cruauté, sa duplicité et son absence totale de remords. Les menaces deviennent personnelles lorsqu'il évoque Prita. À cet instant, la peur de Karan se transforme en rage incontrôlable. La panique et la colère s'entremêlent, déclenchant un combat violent, brutal et désespéré. Dans la voiture, l'inspecteur, rongé par le doute, repense soudain aux détails qu'il avait ignorés. La sueur excessive sur le front d'Archvardan, l'étrangeté de cette fête trop parfaite, et surtout les paroles de Prita. Il comprend alors qu'elle tentait de lui transmettre un message caché, de le retenir, de l'empêcher de partir sans éveiller les soupçons. Pris de remords et d'une lucidité tardive, il ordonne immédiatement de retourner à l'hôtel et réclame des renforts en urgence. Il réalise enfin que le bâtiment est sous le contrôle de terroristes lourdement armés. À l'hôtel, la situation atteint un point de non-retour. Karan est traîné de force parmi les otages, blessé et épuisé. Devant tout le monde, le chef annonce froidement que la police a été appelée et que leur retour est imminent. Il exige la clé du coffre-fort et menace de tout faire exploser si elle n'est pas retrouvée. Avec cruauté, il humilie Karan, le présentant comme un faux héros, un espoir illusoire désormais totalement à sa merci. Prita, brisée par la culpabilité et la peur, sent son cœur se déchirer. Elle se reproche d'avoir entraîné Karan dans ce piège mortel. Lorsqu'elle le voit battu violemment sur ordre du chef, elle ne peut plus se contenir. Submergée par l'angoisse, l'amour et le désespoir, elle s'avance, les larmes aux yeux, et supplie qu'on le laisse tranquille. Elle sait que chaque seconde perdue rapproche tous les otages d'un drame irréversible. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.